Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour cette émission exceptionnelle en direct du Salon de l'Agriculture. Pendant une heure, nous vous emmenons à la rencontre de celles et ceux qui feront l'agriculture de demain. Émission diffusée sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, c'est la plus grande région agricole de France. Ils sont jeunes et ils y croient. Nos invités ont chacun leur parcours, mais tous partagent la même passion pour l'agriculture. Marie-Noël, je vais aller les retrouver sans plus attendre. Et moi, je pars me balader dans les allées du salon. A tout de suite. À tout à l'heure. Et on se retrouve en direct sur notre plateau situé au cœur du Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris, au cœur du pavillon des régions. Et les voici, nos trois invités venus de la Nouvelle-Aquitaine. On va passer une heure ensemble avec Amélie Osmond. Bonjour Amélie. Bonjour. Vous êtes viticultrice à Bourg en Gironde. Vous avez changé de vie, vous étiez commercial. Vous allez tout nous expliquer. Nicolas Harpin, bonjour. Bonjour. Vous êtes berger au Vigan, c'est dans la Vienne, en Poitou-Charentes. Vous avez remporté le titre de meilleur berger de France l'an dernier. C'était ici même au Salon de l'Agriculture. Merci d'être avec nous. Jérémy Puech, bonjour. Vous êtes éleveur de vaches limousines à Meillard en Corrèze. Et à vous trois, eh bien, vous représentez les territoires. Vous représentez des savoir-faire uniques qui sont ceux de la Nouvelle-Aquitaine. Et vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi l'agriculture, pourquoi vous croyez à ce métier si particulier. Mais d'abord, on part tout de suite dans les allées de ce Salon de l'Agriculture pour retrouver Marie-Noël Missud. Alors Marie-Noël, où êtes-vous ? Eh bien Louis, je me trouve au milieu des chèvres puisque nous sommes sur le stand de Capgène. Capgène, c'est un organisme qui sélectionne les meilleures chèvres au monde et je suis avec Antoine. En deux mots, c'est quoi Capgène ? Donc Capgène est l'organisme de sélection. Donc on repère les 1000 chèvres les meilleures de France pour créer après les futurs mâles, pour créer après les futures femelles dans un but d'améliorer les quantités de lait, de fromage par chèvre. Et alors vous êtes le seul organisme au monde et vous êtes situé à Mignaloux-Beauvoir dans la Vienne. C'est ça, tout à fait. On est le seul organisme donc en France et au monde qui s'occupant des chèvres. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a autour de nous là ? C'est quel type de chèvre ça ? Donc ici vous avez des chèvres de race alpine. Donc on a quelques spécimens donc, qui font partie du schéma de sélection qui sont les meilleurs, qu'on a amené pour montrer un petit peu ce que c'est que la génétique française. Ce sont les plus belles, les plus productrices de lait en fait. Voilà, tout à fait, oui. Donc elles ont été sélectionnées sur la morphologie et la quantité de lait aussi pour produire. Voilà. Et là sur le salon, elles ont toujours beaucoup de succès. Hein. Les gens aiment bien les chèvres. Hein. C'est vraiment. C'est un animal assez joueur et très affectif. Alors tout à l'heure, elles nous dévoraient à moitié les jambes, mais là pour l'instant, elles sont un petit peu calmées. Est-ce que il y a des publics à pu donner à manger ou à donner du lait un peu à ces chèvres pendant la semaine ? Non, alors le lait n'est pas donné aux particuliers. Petit, oui. Question d'hygiène, sinon on les traite, voilà. En tout cas, ça a toujours un franc succès, ces chèvres. Voilà Louis, en tout cas, elles sont très affectueuses, nos petites biquettes, et elles sont vraiment sympathiques. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci Marie-Noël, à tout à l'heure. Elles sont un peu impressionnées par les caméras, les meilleures chèvres au monde. Amélie Osmond, je me tourne vers vous. C'est votre première participation au Salon de l'Agriculture. Quelle impression ça vous fait de voir ce qu'on appelle la plus grande ferme de France, la vitrine de l'excellence ? C'est impressionnant de voir l'engouement des Français pour venir à ce salon-là. Je suis subjuguée de voir le monde qu'il peut y avoir. Vraiment. C'est vrai qu'il y a énormément de monde dans les allées. Nicolas Harpin, meilleur berger de France l'an dernier. Ça vous fait quoi de revenir, de retrouver cette ambiance du Salon de l'Agriculture avec tout ce public qui est là autour de nous ? Bah oui, c'est assez incroyable. En plus, j'ai eu la chance d'être jury cette année aux Olympiades, donc c'était une expérience assez extraordinaire. J'ai pu voir d'autres jeunes qui sont motivés comme moi et c'était vraiment passionnant. Vous avez vécu un grand moment l'an dernier ici en devenant meilleur berger de France ? Ah oui, très, très grand moment. En plus, il y avait toute ma classe du CSO 20 où on a remporté aussi les Olympiades collectives avec une application qu'on a créée pour les éleveurs ovins et c'était extraordinaire. Alors on va discuter avec vous pendant une heure d'émission en direct ici au Salon de l'Agriculture. Jérémy Puech, vous venez depuis que vous êtes tout petit au Salon de l'Agriculture. Je ne vais pas dire que vous avez appris à marcher ici, mais en tout cas, vous connaissez bien les allées, vous participez à de nombreux concours. C'est important cette vitrine à la fois pour les urbains, mais aussi pour le monde agricole qui a besoin de se voir représenté.
Oui, bien sûr. Moi, ça fait un sacré moment que je monte ici, depuis tout petit. Et ça fait plaisir de voir l'engouement des gens et le plaisir de voir à connaître les productions qu'on peut produire en France dans nos différentes régions. Et puis ça nous motive d'autant plus à revenir chaque année et montrer de quoi on est capable au fil des années. Et je le disais, on le montre aux urbains, mais on le montre aussi aux autres agriculteurs, hein. C'est important quand on est paysan de venir ici. On voit beaucoup de gens issus du monde agricole qui viennent finalement voir le savoir-faire au Salon de l'Agriculture. Oui, bien sûr. Ben, on connaît jamais tout, vous savez. Donc c'est important de voir de quoi sont capables les collègues éleveurs et les collègues producteurs. Ben, notamment sur ce plateau, j'ai fait de charmantes connaissances. Et ça fait plaisir de voir qu'est-ce qu'ils produisent et comment ils le font et pourquoi. Et voilà. Vous avez l'impression, Amélie, qu'ici on montre une image, une belle image de l'agriculture, une image positive? Oui, la convivialité qui ressort des producteurs, des différents stands, tout le monde cherche à nous faire déguster. Les visiteurs aussi sont très intéressés, donc ça peut faire qu'une bonne recette. C'est une véritable semaine de fête autour de l'agriculture. Jérémy, vous avez 24 ans, je l'ai dit, vous êtes corrézien. On va maintenant mieux faire connaissance avec vous. Une de nos équipes s'est rendue sur votre élevage situé à Meillard où vous travaillez en famille. On regarde le reportage. Alors ma fille. Alors. Une vraie star, Ulla est chouchoutée comme il se doit. Elle a obtenu le premier prix dans la catégorie Génisse pleine en 2015 lors de son premier séjour à Paris. Cette année, elle fait encore une fois partie de la quarantaine de représentants de la race Limousine au Salon de l'Agriculture. Ulla, c'est une vraie bête de concours. Il y a des critères qui sont recherchés par la race et donc Ulla elle les a tous. Elle a du développement squelettique tout en possédant quand même des masses musculaires. Elle a de la finesse, elle a du lait pour nourrir son petit et elle est très mignonne. Donc ça fait tout de cette vache pour aller au salon. Mais elle n'est pas la seule. Au fil des ans, cet élevage a remporté un nombre incalculable de prix dans toute la France, mais aussi et surtout en compétition nationale. Le Salon de l'Agriculture, ce sont 25 années de souvenirs pour cette famille qui a perdu son patriarche, Michel Lagrafeuille, il y a peu. Avec Daniel, ils ont créé cet élevage en 1976 et leurs efforts ont depuis été récompensés. Myrtille, premier prix en 99, unique, championne en 2006. En 2009 et 2010, c'est la consécration grâce à Vietnam, un taureau qui est né et a grandi ici, à Meillard. On a été tout le GAEC émotionné et content. Très content. Chacun de ces box représente en quelque sorte un troupeau et une pépinière génétique. 14 vaches pour un taureau, les mâles sont sélectionnés pour leur ADN, destiné à enrichir le patrimoine du cheptel. Le GAEC les achète dans la région, parfois même en Europe, pour éviter tout risque de consanguinité. Tout ici est savamment réfléchi. On le raisonne, si vous voulez, de façon à sortir l'animal qu'on recherche un petit peu. Pour faire simple, par exemple, une petite vache avec un grand taureau pour faire un veau moyen en taille, si vous voulez. Et on accouple comme ça, de façon à pouvoir faire les animaux qu'on le souhaite. Avec sa jeune génération formée à la génétique de pointe, le GAEC Lagrafeuille-Puech est devenu incontournable dans l'évolution et la renommée de la race limousine. Et après ce détour en Corrèze, on revient à Paris au Salon de l'Agriculteur. Jérémy, vous êtes un passionné d'élevage. Vous avez ça dans le sang, la génétique, l'excellence? Ah oui, complètement. Mais je suis né dedans. Ça a commencé dans les années 70 avec mon grand-père. Moi, je suis né sur l'exploitation et au fil des années, j'ai participé à différents concours. Et donc, comme on dit, j'ai baigné dedans et je ne peux pas m'en séparer. Comment ça s'est passé cette année, le concours général agricole, le concours de la race limousine? Eh bien, donc on a été sélectionné une nouvelle fois. Les places sont chères parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, ce qui est bien, ce qui permet d'avancer. Et donc cette année, nous n'avons pas remporté de prix, mais l'important, c'était quand même de participer. Et ça fait quand même plaisir et toujours de la pression. Et le prix, ce sera pour l'an prochain. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. J'accueille deux nouveaux venus sur notre plateau. D'abord, Édouard Viau, bonjour. Vous êtes éleveur à Bonn, dans la Vienne, et aussi président des jeunes agriculteurs de la Vienne. Une rapide question. Comment vous trouvez l'ambiance au salon cette année? Comment est le moral des troupes? L'ambiance aussi bonne que tous les ans. Enfin, il y a une forte mobilisation des citoyens. Aujourd'hui, c'est quand même une belle vitrine pour notre image de l'agriculture. Et on voit qu'il y a toujours autant d'engouement au niveau du grand public.
Et le moral des paysans, vous avez l'impression que ça va un peu mieux que ça n'a pu aller certaines années? Mieux, je n'irai pas jusque-là. Il y a quand même un petit coup d'air, on va dire, qui permet de ressortir un peu un nouveau souffle, entre guillemets, par rapport à ce qui a pu se passer l'année dernière. Après, espérons que ça dure et ça, l'année future nous le dira. Alors, lui n'est pas paysan, mais photographe. Bonjour, Guillaume Rivière. Bonjour. Vous êtes photoreporter, vous avez travaillé sur le monde agricole, vous êtes allé au contact, en reportage, dans de nombreuses exploitations, vous avez photographié de nombreux agriculteurs. On va voir vos images tout au long de l'émission. C'est la première fois que vous venez au Salon de l'Agriculture en tant qu'observateur. Qu'est-ce que ça vous procure comme impression ? Disons que c'est assez intéressant de voir la vitrine qu'on renvoie en fait aux Français par l'intermédiaire d'un salon, puisque je suis habituellement plutôt sur le terrain, comme vous le disiez. Et du coup, c'est bien de voir la diversité, toutes les régions et de la façon dont elles sont représentées. C'est vrai que l'agriculture, c'est plutôt un métier solitaire, d'ordinaire. On les dit taiseux, les agriculteurs. Et puis là, c'est une grande fête. Le contraste, il vous paraît saisissant ? Le contraste est saisissant, je ne sais pas. Disons, je suis un peu déçu que l'agriculture bio ne soit pas plus représentée sur le salon. En ayant fait un tour de plusieurs heures, je trouve que la représentation est assez faible. En même temps, il n'y a que 3% actuellement sur le pays, sur le territoire. Donc, quelque part, c'est assez fidèle à ce qui se passe. Vous avez pris un appareil photo avec vous ? Si. On verra si vous faites des photos après cette émission. Amélie, travailler sur la qualité, comme on vient de le voir avec le reportage sur l'élevage de Jérémy, se donner les moyens de bien faire, c'est une source de motivation quand on décide de s'installer. Bien évidemment. C'est vrai qu'on a la chance de faire un métier qui représente un petit peu le berceau de l'humanité. Et quand on décide de s'investir dans ce genre de métier, on le fait bien. Parce qu'on est passionné, parce que sinon on ne s'engagerait pas dans ce genre de métier. C'est vraiment un sacerdoce. Et la recherche perpétuelle de qualité, c'est une évidence. Nicolas, pareil, cette recherche de la qualité, est-ce que c'est votre objectif, votre motivation ? Et puis est-ce que c'est aussi une pression supplémentaire ? Évidemment que c'est une recherche. C'est pour ça que là où je travaille et de ce que je veux faire plus tard quand je me serai installé, ce sera de vendre mes produits par le biais de signes de qualité pour pouvoir se démarquer des autres produits qu'on peut trouver sur le marché. Et à quel moment, quand vous travaillez au quotidien, et cette question s'adresse à tout le monde, hein, à quel moment vous vous dites je suis à ma place ? À quel moment vous vous dites j'ai fait ce métier-là pour ça, je suis heureux là en faisant ça ? Amélie ? Au moment où je fais déguster. Les gens sont demandeurs d'avoir des informations sur les techniques, les tenants, les aboutissants, le produit, comment il est fait, comment on le consomme. Et ils nous écoutent quand ils ont des grands yeux écarquillés, là on sait qu'on a gagné. Nicolas ? Pour moi, c'est dans la bergerie, quand je vois les animaux qui sont en train de ruminer tranquillement, les agneaux en train de courir. Là, c'est un moment formidable. Jérémy, à quel moment vous vous dites j'ai bien fait de prendre la suite et de devenir éleveur ? C'est simple, le plaisir est quotidien. Donc chaque matin, quand je me lève, je suis content d'aller au boulot. J'y vais jamais en reculant. Et c'est le plaisir de retrouver mes animaux, tout simplement, que ce soit l'hiver dans les bâtiments ou l'été dans les prés en plein air. Édouard, vous avez hésité ? Il y a eu des moments de doute avant de vous installer ? Doute, pas vraiment, non. Il y a quand même une génération qui est là devant aussi et on a pris la suite par envie et par conviction. Aujourd'hui, la satisfaction, on l'a vis-à-vis de nos consommateurs. Enfin, clairement, aujourd'hui, quand on propose un produit de qualité, sachant qu'on est quand même un des pays avec une des meilleures qualités au monde, on peut être que satisfait de ce qu'on fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, la reconnaissance vient de la part de nos consommateurs. Eh bien, merci à tous. Vous restez avec nous. On va partir tout de suite retrouver Marie-Noël, qui est toujours en balade dans les allées de ce salon de l'agriculture. Alors, Marie-Noël, qu'est-ce que vous avez découvert cette fois ? Où êtes-vous ? Alors, figurez-vous, Louis, que je suis sur un stand où je suis en train de passer un test pour savoir si je suis digne d'être une bonne éleveuse de poules. Alors, le site s'appelle pouleemploi.com. Je le termine devant vous. Alors, pour savoir si je suis une sur... Mais oui, attendez, 72%, vous avez apparemment la poule dans le sang.
Bon, donc du coup, visiblement, j'ai un avenir en tant qu'éleveuse. Bonjour Marc Fournier, c'est vous qui avez lancé ce site. Alors c'est juste un jeu où on peut vraiment devenir éleveur de poules pour vous, pour Cocorette. Ah non, c'est très sérieux. Aujourd'hui, on a même plus de 1000 candidatures depuis le début du salon. Et donc c'est des gens, c'est pour inciter les néo-paysans à devenir éleveurs de poules et aussi les urbains qui veulent changer de vie, qui veulent devenir plus proches de la nature, changer de cadre de vie. Et donc Pôle emploi leur permet de voir si leur projet est bon. Et nous, on va les accompagner pendant tout le projet. Ils vont être contactés d'ici quelques jours. Et ensuite, voir le projet, voir quel type d'élevage, si c'est du bio, du plein air, du label rouge, le nombre de poules. À temps complet ou pas temps complet? À temps complet. Bon, visiblement, la cible, c'est les journalistes, parce que là, vous êtes prêts. Donc, je suis prête, là, je suis bon. mûre. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont répondu jusqu'à présent, en tout cas? Je vous dis, on a plus de 1000 candidatures. Ouais. Est-ce qu'on peut être éleveur de poules dans n'importe quelle région de oui, France? bien sûr. Nous, donc en Nouvelle-Aquitaine aussi. Cocorette est présent dans toute la France. À la fois, le fief, c'est le nord, mais on est présent dans toute la France. Et on commercialise nos œufs dans toute la... voilà, vous êtes prêtes? Ça commence au poussin. Exactement. Donc, voilà. Hop, comment il s'appelle sinon? Voilà. Il n'a pas de nom encore. Donc la marque Cocorette est présente dans toute la France. Elle est leader sur le marché alternatif, donc le bio, le plein air, le label rouge. Et donc tout le monde peut s'inscrire en tout cas à pouleemploi.com pour savoir si on peut devenir éleveur de poules. Voilà, inscrivez-vous sur pouleemploi.com et rejoignez la jeune équipe, enfin pas moi, mes collègues, Cocorette. Et ben moi je vais garder ce petit poussin dans les mains. Oui, faites attention Marie-Noël, hein, il est fragile. Hein. À tout à l'heure. Je suis sûr que vous seriez très très bonne éleveuse de poules. En plus, vous auriez des œufs frais tous les matins. Amélie, vous pourriez être partante comme ça pour adopter des poules sur votre domaine, le clos du notaire. Bien sûr. Bien sûr, si je peux avoir pléthore d'animaux, je le ferai quand j'aurai un peu plus de temps. Alors vous avez 34 ans, Amélie, vous êtes viticultrice à Bourg en Gironde. Alors vous êtes à part parce qu'avant, vous étiez commercial. Vous n'êtes pas du tout issu du milieu viticole, même si vous avez des racines champenoises. On va faire mieux connaissance avec vous avec ce reportage. Regardez. Changer de vie. Amélie la champenoise d'Épernay et Victor l'Alsacien de Weiersheim ont eu cette envie il y a 7 ans alors qu'ils passaient leurs vacances à Lacanau. Elle était alors commerciale dans une société d'aménagement intérieur et lui, charpentier depuis 13 ans. On a décidé de poursuivre nos vacances en faisant la route des vins à Bordeaux et l'envie folle nous a pris de reprendre des vignes, de cultiver, de produire un vin, de travailler ensemble. Ça nous est venu complètement par hasard. Moi j'ai toujours eu l'habitude de travailler dehors et de travailler avec mes mains. Et je retrouve vraiment cet aspect-là dans la vigne où tous les jours je suis dehors, qu'il fasse beau ou mauvais, mais j'aime ça et le plein air me fait beaucoup de bien. Sous le charme de ces paysages typiques des bords de Dordogne, ils se sont donné les moyens de réussir en suivant une formation en alternance à Blanquefort avec un BTS de viticulture-œnologie, tout en cherchant la perle rare, un domaine de 21 hectares avec un bel outil de production. On a quand même visité pas mal de propriétés et par le bouche à oreille. Cette propriété n'était pas forcément en vente, mais voilà, un hasard fait que je me suis arrêtée un jour et on s'est très très bien entendu avec le propriétaire et qui souhaitait commencer à penser à partir en retraite et du coup ça a marché pour nous, comme ça. Les Côtes de Bourg, c'était vraiment une appellation qui nous tenait à cœur depuis le début. Et puis après, d'un point de vue plus pragmatique, il fallait que les vignes soient en bon état de produire, il fallait que le cuvier soit dans un bel état aussi pour vinifier correctement, qu'il y ait une stratégie commerciale qui soit déjà bien établie pour nous permettre de reprendre le flambeau. Donc c'est vrai que ce n'était pas forcément quelque chose de facile à trouver dans sa globalité, mais ça nous a souri et on a trouvé notre mouton à 5 pattes. Pour leur première vendange et vinification, ils ont eu un millésime de choix avec le 2015. En 2016, si le travail à la vigne a été plus difficile, le résultat était tout aussi exceptionnel. Enfin, la chance a continué. Ils n'ont pas gelé en 2017. Je pense que dans 10 ans, quand j'aurai encore un peu plus d'expérience, j'aurai un peu plus encore de finesse dans mes choix de parcelles, dans mes assemblages et choses comme ça. Donc l'expérience, ça va que bonifier le vin. Très vite, le couple s'est fondu dans ce paysage des Côtes de Bourg et a su se faire adopter par l'appellation qui compte beaucoup de jeunes viticulteurs.
On a quasiment une quarantaine d'exploitations, et non des moindres, hein, sur l'appellation, qui ont été reprises par la jeune génération récemment. Notre cheval de bataille actuellement, c'est retravailler la vigne selon nos ambitions, produire un produit de qualité pour après accéder effectivement à des notions beaucoup plus touristiques, territoriales. À 34 et 33 ans, Amélie et Victor ont le temps devant eux. Les voilà bien ancrés sur ces terres girondines, prêts à révéler ce fabuleux terroir. Ils ont trouvé ici de nouvelles racines. Voilà, retour sur notre plateau situé en plein cœur du pavillon des régions au Salon de l'Agriculture. Si vous entendez des chants derrière nous, eh bien, ce sont les viticulteurs corses qui sont situés non loin de nous et qui ont un public, on va dire, surmotivé cet après-midi, en ce samedi après-midi. On est en direct sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Merci d'être avec nous. Amélie, comment on passe de commerciale à viticultrice et à quel moment vous avez ressenti l'appel de la terre? Comment ça s'est matérialisé? Ça s'est matérialisé, avec Victor on avait déjà envie de changer de vie mais on ne savait pas quel métier faire. Et lors d'un voyage en Gironde, en train de se promener dans les vignes, là c'est apparu, une évidence. En plus le métier de vigneron c'est travailler la terre jusqu'à transformer le produit et faire une bouteille de vin. Et pour nous, on pouvait travailler à deux, on était complémentaires, et donc ça a été vraiment une évidence, un hasard et une évidence. Il y avait une volonté de devenir son propre patron. C'est quelque chose qui compte, ça? Bien sûr, c'est vrai que dans mon expérience passée, je faisais partie d'une grande société et les choix m'étaient imposés. Et là, au moins, je me disais, on va faire nos propres choix. Et si on a des déceptions, on s'en voudra qu'à nous-mêmes. Par contre, si on a des réussites, ce sera grâce à nous. Jérémy, je me tourne vers vous parce que vous êtes l'héritier d'une longue lignée. Quel regard vous portez sur Amélie, sur toute cette génération, toutes ces personnes qui se disent tiens, moi je vais devenir paysan même si j'ai pas de parents paysans C'est tout en leur honneur et je les félicite parce que déjà ils ont beaucoup de courage. Et puis avec la motivation, on arrive à voir qu'on arrive à ses fins. Et ça fait déjà 3 ans qu'elle est en activité, ça fonctionne plutôt bien, donc je la félicite et je les encourage tous les deux à continuer dans cette voie. Édouard, des gens qui ne viennent pas du milieu, forcément quand ils arrivent dans le milieu, ils changent un peu la situation, ils arrivent avec leurs valeurs, leurs idées, leur façon de faire, ils sont bien perçus. Ah oui, pour la question d'être bien perçu, oui, certes. Après, justement, ça permet d'avoir un regard plus large, on va dire, de la vision du monde agricole, notamment beaucoup de jeunes issus du monde agricole qui reprennent les exploitations familiales dans un schéma identique à celui de leurs parents, ce qui leur, entre guillemets, leur ferme un certain champ. Et aujourd'hui, ces jeunes-là qui viennent d'un monde extérieur ou d'une région différente, parce qu'aujourd'hui, chaque région est bien différente, ça permet d'avoir un autre regard et une autre vision, une autre forme de commercialisation aussi derrière par la suite qui permettra aux jeunes de y arriver mieux entre guillemets. Alors je me permets de compléter, si nous on n'avait pas été aussi bien accueillis par les jeunes agriculteurs et l'appellation en général, on n'y serait jamais parvenu. Être accompagné, ça a participé de la réussite? Bien sûr. C'est-à-dire que nous venant de l'extérieur, les personnes de mon appellation, les viticulteurs, le syndicat, l'interprofession, ils nous ont accueillis les bras ouverts, ce qui fait que tout de suite on s'est senti intégrés et ça a apporté vraiment encore une touche de dynamisme supplémentaire à notre activité et ça nous donne envie de se surpasser parce qu'il y a une notion d'équipe. Est-ce que vous avez entendu des gens qui vous disaient surtout n'y va pas, surtout n'épouse pas ce métier? Une seule personne. Mais j'ai eu pléthore de gens autour qui m'ont dit allez-y, foncez. Guillaume, au cours de vos reportages, quand vous avez un peu sillonné le sud de la France notamment et puis aussi l'ouest, vous avez rencontré des profils comme celui d'Amélie, des gens qui ne venaient pas du milieu puis qui se sont dit allez on y va? Oui, quelques reconversions et moi je trouve ça très très courageux. Et c'était quoi le moteur? Le moteur, c'était souvent des gens qui travaillaient beaucoup, mais finalement qui ne trouvaient plus leur compte dans leur rythme de vie et qui avaient envie de se rapprocher de la terre et de changer complètement d'univers, de rythme de vie, de décor. C'est une quête de sens pour certains? Je pense que se rapprocher de la terre, on y retrouve beaucoup de choses. Ouais. On se rapproche de choses essentielles.
vraiment importante. Alors vous êtes tous, quasiment sauf vous Guillaume, des travailleurs de la terre, mais on ne doit pas oublier les travailleurs de la mer. C'est un pan essentiel de l'économie agricole de la Nouvelle-Aquitaine. Et je vais vous citer quelques chiffres, car la Nouvelle-Aquitaine, c'est la première région agricole d'Europe en termes de production. Ils sont impressionnants ces chiffres. 85 000 exploitations, 180 000 emplois, 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Au total, c'est la viticulture, Amélie, qui génère le plus d'argent, 5,4 milliards. Des produits emblématiques, on va citer le foie gras, la viande bovine, les fromages, le maïs, les céréales ou encore les huîtres. J'en oublie forcément. Tout ça se trouve autour de nous au Salon de l'Agriculture. Et puis il y a les labels de qualité. Ça permet de comprendre un peu de quoi on parle quand on évoque l'agriculture. On va faire un petit détour par les allées du Salon de l'Agriculture. On va retrouver Marie-Noël. Alors Marie-Noël, vous êtes dans le coin du chef, c'est ça ? Oui, je me trouve à l'atelier culinaire du stand de Nouvelle-Aquitaine avec le chef Frédéric Coiffé qui œuvre ici depuis 10 jours. Alors vous, Frédéric, vous utilisez tous les produits de Nouvelle-Aquitaine pour élaborer de nouvelles recettes. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment de prendre tous les produits de la région, de les mettre en avant. On fait des petits ateliers culinaires, on utilise les produits, il y a du bœuf limousin, il y a des huîtres, il y a vraiment énormément de produits dans la région, il y a plus de 300 produits. Donc chaque jour, on change de produit, on fait des petites animations pour montrer en fait aux gens qui sont autour. Et qu'est-ce que vous allez nous faire là ? Là, on va faire une petite recette rapide. En 2 minutes, on va faire un tartare de bœuf que je vais mélanger avec des huîtres. Et après, on va rajouter des pommes, des échalions, du piment d'Espelette, de la fleur de sel, que des produits de la nouvelle région. Surtout une recette très rapide et très simple. Ce sont des produits qui vous inspirent en général ? Alors moi, je suis Rochelais d'origine, donc forcément les huîtres, ça m'inspire, sachant que j'ai fait un mix entre les huîtres d'Arcachon et les huîtres de Marennes-Oléron. Mais pas avoir de jaloux. Voilà. Et donc oui, évidemment, moi, ce qui m'inspire, c'est l'improvisation en cuisine. Et là, avec tous ces produits, on peut improviser plein de choses. Alors je vous laisse faire un petit peu. Donc là, on a haché déjà le bœuf qui est ici. Donc bœuf limousin, c'est un morceau de macreuse, un morceau très, très tendre. Après, j'ai pris des pommes du Limousin que j'ai coupées en petits morceaux. Voilà, pour donner un petit goût sucré et un petit peu. Ça sent bon. Voilà. On a mis un petit peu d'échalion. L'échalion, c'est un hybride entre l'échalote et l'oignon qu'on trouve dans la région Aquitaine. Donc ça, on mélange. On va rajouter un petit peu de fleur de sel, c'est la fleur de sel de l'île de Ré. Donc vraiment, on a vraiment tous les produits chez nous pour bien travailler. Et je vois que le public a hâte de goûter. Et oui, mais c'est toujours comme ça, les gens adorent manger ici. Et après, on va mettre un peu de piment d'Espelette. Le piment d'Espelette, ça remplace le poivre, on va dire. Nos amis basques en ont ramené, donc on mélange. Et un truc que vous affectionnez beaucoup, c'est les huîtres. Oh, c'est mon voilà, régal. On va mettre quelques huîtres mixées. Quand on voit les jolies huîtres qu'ils ont ici, donc ça c'est de la Marennes-Oléron. Mais à l'intérieur, j'ai aussi mis de l'Arcachon. Donc on n'en met pas trop. Allez, la recette chrono. La recette chrono, donc on a haché environ 4-5 huîtres. On mélange. Tout ça, c'est cru, hein, tout ça. Tout ça, c'est cru. Tout ce qu'il va y avoir ici, c'est cru. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. On va me ramener de l'huile d'olive. Hop là. On va mélanger un petit peu. Alors l'huile d'olive vient pas de la région. Non, j'imagine. Voilà. Je vais remettre un petit peu de... Allez, encore quelques secondes. Voilà. Un petit peu de jus, un petit peu d'huile. Et après, on est bon. On va mélanger tout ça. Et on va dresser... Vous avez fait ça toute la semaine, alors ? Toute la semaine, on a mélangé les produits. Et on a fait goûter à nos amis parisiens des produits simples. Je vais pas manger tout ça. Hein, c'est vrai, non, mais c'est juste pour goûter un petit peu. Quelques petits morceaux de pommes comme ça. Voilà. Je vous fais goûter. Allez Marie-Noël. Un tout petit peu. Allez. Je tente, je vous dis une petite bouchée. Oh, c'est bon. Ah oui, c'est bien. Oui. Et oui, c'est bon ce qu'on mange au Salon de l'Agriculture. Tout à fait. Merci Frédéric Coiffé. Merci Marie-Noël. À tout à l'heure. Si vous nous rejoignez sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, soyez les bienvenus. On est en direct du salon avec Amélie, jeune viticultrice en Gironde, Jérémy, jeune éleveur corrézien, Nicolas, jeune berger dans la Vienne, Édouard Viau, vous êtes éleveur dans la Vienne. Leur point commun, ils ont l'amour de leur métier chevillé au corps, l'agriculture, ils y croient. Et puis je n'oublie pas Guillaume Rivière, photoreporter. Toutes les photos qu'on voit défiler au fil de l'émission, eh bien, ce sont les vôtres. Vous nous faites tous partager votre passion cet après-midi. Nicolas Harpin, je me tourne vers vous. Vous avez 23 ans et vous avez placé la barre très haut l'an dernier en remportant ici les Ovimpiades, le titre de meilleur berger de France. On regarde votre portrait. Fêté comme un grand champion, Nicolas Harpin décroche le titre de meilleur jeune berger de France il y a tout juste un an au Salon de l'Agriculture. Au terme de la finale du concours des Ovimpiades, il est le meilleur des 36 jeunes sélectionnés dans toute la France. Une belle récompense pour ce fils d'un berger de Savoie, véritable passionné de l'élevage ovin. C'est des animaux avec lesquels il faut être calme. Il faut connaître les gestes qui permettent de ne pas les blesser, de les contentionner d'une façon où elles seront à l'aise. Comme là,
aller légèrement sur son gigot gauche et aller dans une position assez confortable. Nicolas est venu au centre de Montmorillon dans la Vienne pour terminer sa formation. En même temps, il a commencé à travailler aux côtés de cet éleveur avec l'espoir d'être un jour seul aux commandes. J'ai toujours voulu, depuis que je suis tout petit, m'installer dans l'élevage ovin. Donc oui, avoir une exploitation comme celle-ci, ouais, ce serait le rêve. Ouais. Cette année, Nicolas est de retour au salon pour être à son tour juré du concours des Ovimpiades. Mais surtout, pour défendre la qualité de l'élevage ovin dans la Vienne. Le salon, ça nous permet d'échanger et de partager nos connaissances avec d'autres professionnels, mais également voilà, de montrer au grand public quels sont les produits de qualité que nous produisons partout en France, notamment grâce aux signes de qualité, les labels rouges, les IGP, les AOP, etc. Et Nicolas Harpin incarne aussi l'avenir de l'élevage. Juste avant l'ouverture du salon, il est l'invité du Soir 3 de France 3. Un éleveur, c'est une sage-femme, c'est un nutritionniste, c'est un commercial, c'est toutes ces choses, un comptable, c'est toutes ces choses diverses qui font que c'est un métier passionnant. D'ici 10 ans, un éleveur de moutons sur 2 aura pris sa retraite. Le troupeau français aura donc besoin de jeunes bergers. Et voilà, c'est la nouvelle star, c'est la coqueluche des médias. Il est sur notre plateau cet après-midi. Nicolas, vous en êtes où de votre installation? Alors, mon installation, je la vise dans les 5-6 ans qui vont venir. Pour l'instant, je tourne un peu sur les exploitations en tant que salarié. Vous apprenez le métier? Je vais essayer de voyager. Et après, voilà, dans les 4-5 ans, voilà, je m'intéresserai plus à chercher mon exploitation pour m'installer. Vous me disiez ne pas avoir envie de vous installer seul, et ça, c'est un élément important. Pourquoi? Bah bien sûr, déjà pour avoir une vie comme, entre guillemets, comme tout le monde, pour pouvoir prendre des week-ends, des vacances, et puis travailler à plusieurs, c'est plus intéressant. On est toujours dans l'entrain. Il y a toujours de l'entraide entre quand il y a quelqu'un qui vient moins bien, l'autre monte le moral de l'autre, etc. Et il y a plein de travaux dans l'agriculture qui sont vraiment plus faciles de réaliser à 2 ou à 3 plutôt que d'être tout seul et d'avoir du mal. Alors là, je me tourne vers nos deux éleveurs. C'est important ce que dit Nicolas, le fait de garder une vie sociale, le fait de ne pas se faire manger par le travail, parce que l'élevage, c'est 365 jours par an, hiver comme été. Et donc ça, aujourd'hui, dans la jeune génération, c'est un élément important, garder une vie à soi. Alors, garder une vie à soi, oui. Professionnellement, on a besoin du voisin pour travailler tous les jours. Aujourd'hui, en élevage, alors c'est sans aucune critique vis-à-vis du monde céréalier. Aujourd'hui, en tant qu'éleveur, on a besoin d'avoir du matériel en commun, on a des ensilages à faire, des choses comme ça qui font que si on n'a pas notre voisin qui est là pour nous aider à certaines périodes, on lui rendra le temps, bien sûr, on est incapable de survivre. Et aujourd'hui, l'élevage fédère, entre guillemets, ce monde-là. Et on se rend compte bien que dans les secteurs d'élevage, il y a une solidarité bien plus importante que dans des secteurs qui commencent à devenir de plus en plus céréaliers. Et c'est des choses qu'aujourd'hui on se bat pour maintenir et c'est ce qui crée un lien et ce dont on a besoin, nous, en tant qu'agriculteurs. Jérémy, ça compte pour vous de garder une vie de jeune homme? Vous avez la vingtaine. J'imagine que vous n'avez pas non plus envie de passer tous vos samedis, tous vos dimanches, de jamais avoir de vacances comme peut-être ont eu vos parents. Enfin. Ah oui, je les rejoins déjà complètement sur les points de l'entraide. C'est quelque chose de très important de travailler avec des voisins ou des amis. Et après, c'est vrai que la génération a changé. La génération de mes grands-parents et même de mes parents n'avaient pas forcément besoin de vacances et de temps libre autant que nous, on en souhaite aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, j'ai besoin d'avoir mon sport et d'avoir certains week-ends. J'ai cet avantage-là d'avoir plusieurs associés dans mon exploitation et de pouvoir me permettre ce confort-là. Alors c'est vrai que ça peut être un frein, la charge de travail tout simplement dans l'agriculture, ça peut être un frein à l'installation. Parmi les autres freins, on pense forcément à l'argent. S'installer, ça coûte de l'argent. Être paysan, c'est faire des emprunts, c'est rembourser toute sa vie. Amélie, je me tourne vers vous. Quand on va voir un banquier, qu'on lui dit qu'on va acheter un vignoble dans le Bordelais, quelle réaction il a, le banquier? Il rit, il vous demande si vous êtes fils de multimillionnaire, je sais pas. Comment il réagit, le banquier? Il rit pas parce que ils sont même ils sont surpris. Mais si on arrive avec un réel projet,
Et aussi une propriété, ça a été notre cas, en bon état de fonctionnement, avec des circuits commerciaux bien établis. Une reprise de propriété et pas une création. C'est un peu plus facile d'analyser nos besoins et de nous orienter. Édouard, même question sur l'installation, sur les freins à l'installation. L'aspect financier, il compte et c'est ce qui pousse parfois certains à l'échec aussi. L'aspect financier, oui, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, on a un système bancaire qui est quand même bien fait de ce côté-là et qui nous soutient de ce côté-là. Ça, il ne faut pas s'en cacher. Aujourd'hui, le secteur agricole, c'est un secteur où ils prêtent le plus de capitaux, avec un risque quand même qu'il ne faut pas s'en cacher. Il faut dire que des installations 9 ans, enfin, dans les 5 années qui suivent les installations des jeunes agriculteurs, 90% restent encore viables. Donc contrairement au monde de l'artisanat, aujourd'hui les banques prêtent une grosse somme d'argent, mais derrière ils sont quand même assurés d'avoir un projet viable qui fonctionne. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui le gros enjeu du renouvellement des générations, ça va être le fait du nombre d'exploitants qui va diviser par 2 en gros. On a beaucoup de personnes qui ont plus de 50 ans aujourd'hui, et notamment des comptes associés et des capitaux qu'il va falloir reprendre, qui vont être très onéreux, sans aucune rentabilité derrière. Et là, le problème va se poser, qui va financer ces choses-là? Jérémy, est-ce que pour vous, le grand public comprend que quand on est paysan, on doit rembourser, on n'est pas toujours serein sur l'aspect financier? Mais en tout cas, j'espère, parce que donc nous déjà, oui, c'est un métier un petit peu différent des autres métiers. C'est-à-dire qu'on investit au départ et si vous voulez, on paye pour travailler. Et après, il faut travailler pour pouvoir payer ce qu'on doit. Et on peut gagner de l'argent au moment où on revend nos capitaux. Et donc, c'est un métier où on travaille, voilà, pas pour gagner de l'argent directement, mais on travaille pour avoir un capital qui vaut une certaine valeur suivant comment on l'a conduit à la fin de notre carrière. Nicolas? C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai voulu faire un BTS Axe. Donc, c'est un BTS qui est orienté sur la comptabilité et la gestion pour pouvoir être au minimum armé pour bien comprendre les comptabilités et la fiscalité agricole. C'est évident qu'il faut savoir se faire accompagner. Nous, on a eu la chance, moi, j'ai pas ce genre de formation, mais d'avoir un bon expert comptable qui connaît bien la viticulture. Et sans ça, sans la chambre d'agriculture et sans un banquier derrière et des tables rondes où tout le monde se réunit et échange, c'est impossible. Vous, Guillaume, vous avez fait des reportages dans des exploitations en difficulté. Qu'est-ce que vous y avez vu? J'ai fait différents reportages. C'est vrai que pour Libération, j'ai été chez des agriculteurs qui avaient eu moins de chance et qui avaient eu un parcours assez compliqué puisque ça tournait autour des suicides des agriculteurs, qui est un sujet assez... sujet lourd et plutôt délicat. Mais heureusement, quand on voit aujourd'hui les jeunes qui démarrent, on s'aperçoit que déjà il y a une espèce d'émulsion qui se crée à chaque fois sur les territoires. Il y a une entraide, j'ai l'impression, qui a l'air aujourd'hui assez fiable, et j'ai l'impression qu'il y a un état d'esprit qui devient un petit peu différent de la génération précédente. Tout à fait d'accord. Pour la viticulture, en 2017, il y a eu un coup de gel. Et c'est vrai que c'est dans les moments durs où on voit l'entraide et la solidarité. Et c'est vrai que tout le monde se mobilise pour aller vers ceux qui sont en difficulté et essayer de discuter avec eux et peut-être trouver des solutions. Eh bien, restez avec nous. Le Salon de l'Agriculture, c'est la vitrine des produits régionaux. La Nouvelle-Aquitaine, c'est la région la plus gourmande de France. Une table aux 1000 saveurs, ça tombe bien ici. On compte des dizaines de restaurants. On se régale au salon. Regardez. Allez, hop. Sur ce stand où l'on se bouscule pour avoir une place, on oublie totalement le froid sibérien. Les brigades n'ont pas une seconde et Laurent, le patron, est sur tous les fronts. Il défend ses couleurs. La viande du Limousin, mais il paraît que c'est la meilleure au monde. On compte 1 million de vaches limousines en France. Avec des grands-parents éleveurs, Laurent a été biberonné aux produits du terroir. Alors les recettes, il les connaît, de la tête de veau de Corrèze à ce fameux agneau du Baronnet, et le client ne s'y trompe pas. Merci beaucoup, Laurent. Moi, je viens de Charente, donc j'aime bien tout ce qui est produit du sud-ouest en général. Ça m'a rappelé des bons souvenirs, quoi. Donc, mon mari m'a conseillé, donc je voulais essayer. Oui, mais c'est super bon. Oui. Sur la carte, quelques autres produits représentent la Nouvelle-Aquitaine, car Laurent n'est pas chauvin, quoique
Les fromages et les desserts, eux aussi, viennent de la laiterie des Failles quand ce ne sont pas les pommes provenant des pommeries locales. Cette pomme, elle vient spécialement des vergers de la Corrèze et c'est la seule en France à avoir l'AOP. Et forcément, pour nous, c'est naturel de servir des produits de qualité comme ça. C'est vrai qu'on peut nous oublier. Vous avez vu, le Limousin, il est tout petit. Le Limousin, on le traverse, on s'y arrête jamais. De Paris au sud de la France, on y passe. Et là, on s'arrête. Et là, on s'arrête. Voilà pourquoi Laurent accepte d'être l'ambassadeur de la Nouvelle-Aquitaine. Et quand il rentrera chez lui à Limoges, il aura régalé près de 10 000 personnes. Et elle continue à nous régaler dans les allées du salon. On retrouve Marie-Noël Missud. Marie-Noël, vous êtes dans un bar un peu particulier. Et oui, Louis, on a piqué un sprint pour se rendre ici au bar à choux du stand de la marque Poitou. J'avais un peu faim, j'avais envie de prendre mon dessert. Alors je suis avec ce boulanger. Racontez-moi, qu'est-ce que vous faites comme type de choux là? Alors là, on fait des choux à l'angélique. L'angélique vient de Niort, confite à Niort. C'est ça là, c'est ça Manuel, c'est ça l'angélique? Tout à fait, l'angélique, c'est une herbe qui pousse uniquement dans le marais Poitevin à côté de Niort. Et c'est la seule, en France, on est la seule à fabriquer, c'est à Niort d'ailleurs. La seule usine qui confie l'angélique, c'est le Niortais. Donc autant mettre en avant les produits du marais Poitevin. Alors est-ce que ce bar à choux a bien fonctionné pendant la semaine? Parce qu'il n'y avait pas forcément que du sucré. Non, il y avait aussi du salé. Ce bar à choux, on nous proposait du salé, ce qui est un petit peu innovant. Et vous avez quelle recette par exemple? Alors par exemple, on avait le boudin avec des pommes Belchard. Les pommes Belchard viennent du Poitou. Elle est coupée de pommes Clochard et de Golden. Et on faisait aussi du farci Poitevin dans les choux. Et vous en faites toujours, hein, parce que j'en vois juste à côté de vous. Oui, tout à fait. Est-ce que ça a inspiré d'autres personnes? Est-ce que ça a donné envie à d'autres distributeurs, par exemple, d'avoir un bar à choux? Je pense que ça va donner beaucoup d'idées. On va avoir des bars à choux nets d'ici quelques années. Donc et ça sera une innovation made in Poitou alors? Made in Poitou, pur made in Poitou au niveau du bar à choux, oui. Alors moi j'ai envie de goûter quand même. Alors qu'est-ce que je peux goûter? Bien sûr, avec plaisir. Alors, ça c'est quoi? C'est le chou à l'angélique. Allez, je goûte. Il y a quelqu'un qui veut goûter à côté là? Est-ce que dans le public il y a quelqu'un qui veut goûter? Allez, un désigné volontaire, non? Un volontaire. Allez. N'ayez pas peur, c'est bon. 30 secondes. Allez, madame. Et pour monsieur peut-être. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi je trouve ça très bon. Ça se bouscule autour du bar à choux. Bon. Ça passe bien. Hein. Vous sentez bien l'angélique? Marie-Noël. On la sent un peu, ouais. Il y a un petit goût qui ressort derrière. Marie-Noël, vous nous en ramenez. Hein. Oui, promis, bon. Louis, je ramène un petit panier garni, c'est promis. On a quand même envie de goûter sur ce plateau. Édouard Viau, je me tourne vers vous. Les consommateurs qu'on a vus dans le reportage, qu'on voit dans les allées, aujourd'hui, ils sont très exigeants avec les agriculteurs. Ils sont trop exigeants, les consommateurs. Pas du tout. Les consommateurs sont exigeants et ont raison de l'être. Aujourd'hui, l'agriculture française, enfin je vais encore me répéter, mais on est une agriculture qui est quand même des plus précises ou en termes de qualitative des meilleures agricultures au monde. Aujourd'hui, le consommateur, s'il y a bien un produit à manger, c'est un produit français. Aujourd'hui, il n'aura aucun souci à se faire sur un produit français. Contrairement à des produits transformés où on va intégrer des produits qui viennent de l'exportation, là par contre il ne se posera pas de questions, ce sera un produit transformé, mais par contre le produit français il peut le manger sans crainte et sans aucune crainte. Guillaume, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais rebondir sur ça parce que je trouve ça très intéressant et ça me fait penser, moi je suis originaire du Lot en fait, et à Saint-Cyr-la-Popie dans le Lot, par exemple aujourd'hui on peut trouver de l'agneau de Nouvelle-Zélande qui coûte moins cher que l'agneau du Quercy qui est produit à 10 km. Et ça, je pense que c'est un vrai souci pour les agriculteurs d'aujourd'hui, quoi. Donc il va falloir faire quelque chose dessus. Tout à fait, oui, non, mais c'est sûr. Aujourd'hui, ces accords qui ont été passés avec la Nouvelle-Zélande, des produits qui sont importés et détaxés, on ne peut pas être compétitif avec des produits comme ça, sachant que ces exploitations qui représentent en gros 10 ou 20 exploitations comme les nôtres au niveau national, il n'y a aucune compétitivité avec des produits comme ça. Malheureusement, on se retrouve avec des produits en France comme ça à consommer et il faut en faire quelque chose et c'est moins cher que les nôtres. Et là, il n'y a aucune communication là-dessus vis-à-vis du grand public. Et il n'y a surtout pas du tout les mêmes exigences qualitatives. C'est-à-dire que le produit est moins cher, mais vraiment aussi, généralement, je pense, de moins bonne qualité. Alors, les politiques ont un rôle à jouer dans toutes ces questions. Il y a des accords qui se négocient en ce moment. Il y a eu les états généraux de l'alimentation. Récemment, ici même, Alain Rousset, le président de la région, a dit qu'on était dans un modèle
à bout de souffle. Emmanuel Macron a tenté de rassurer les éleveurs. Vous, si vous aviez les politiques, si vous pouviez leur dire quelque chose, qu'est-ce que vous leur diriez, Nicolas? Qu'est-ce que vous diriez à un décideur aujourd'hui pour vous aider à faire votre travail et pas avoir cette inquiétude, cette concurrence qu'on peut considérer comme déloyale? Eh ben de continuer à soutenir l'agriculture française en taxant, enfin ça peut être une idée comme ça, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres réformes structurelles qui pourraient être faites, mais en taxant les produits qui viennent de l'extérieur et ne pas avec des accords divers détaxer des produits qui viennent d'extérieur sans aucune garantie sanitaire et une garantie de la qualité des produits. Jérémy, vous travaillez à l'exportation, vous travaillez avec l'Europe, vous faites des affaires. Comment considérer qu'on peut soit faire des affaires, exporter sa génétique, son excellence, et puis qu'en même temps, le marché français il soit fermé? C'est difficilement compatible. Mais bien sûr, mais déjà il faudrait être un modèle avant de pouvoir exporter et donner des leçons. Mais tout d'abord, rassurer, un petit mot pour nos politiques, rassurer, ça va une minute, mais à un moment donné, il faut passer à l'acte et mettre en valeur un petit peu et se rendre compte surtout de la richesse des qualités régionaux que nous possédons sur notre territoire et arriver à, je dirais, un petit peu à moins pénaliser les éleveurs et les producteurs de façon à ce qu'ils produisent en toute sérénité et que les consommateurs qui, eux, nécessitent, c'est normal, d'une traçabilité sur chaque produit qu'ils consomment et ils en ont besoin et nous aussi, c'est tout à fait normal. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Et puis c'est également aux consommateurs de nous aider en achetant nos produits, parce que quand un consommateur achète un produit étranger, eh ben, c'est comme s'il investissait dans un produit, dans une entreprise étrangère, alors que s'il achète un produit français où il y a des signes de qualité, il y en a des tas en France où on est sûr de la qualité des produits, ben dans ce cas-là, il investit dans nos entreprises françaises. Alors les consommateurs, ils sont là, ils sont derrière nous, on est tous des consommateurs. Est-ce que vous avez l'impression que les Français, ils aiment bien leurs agriculteurs une semaine par an quand c'est le salon de l'agriculture et que le reste du temps, ils leur tapent dessus? Est-ce que vous le vivez comme ça, vous? Aujourd'hui, alors ça c'est vis-à-vis des... Médiatiquement, on nous entend parler de nous une semaine par an, pendant la semaine sur l'agriculture et à la rigueur lors de périodes de crise ou de choses comme ça. Donc le consommateur, il a une vision de l'agriculture une semaine, voire peut-être 15 jours par an. Par contre, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le consommateur est prêt à soutenir la production agricole, ça c'est un fait, mais aujourd'hui, le consommateur achète un prix avant tout. Et ce prix, on a beau dire, il va acheter, je vais parler d'un kilo de viande par exemple, aujourd'hui il va en grande surface, il va prendre le kilo de viande le moins cher. Si demain, nos politiques nous imposent de consommer français, s'il n'y a que de la viande française ou du lait français ou des produits français dans ces grandes surfaces, le consommateur ira peut-être au moins cher, mais il fera marcher l'économie française. Contrairement à nos produits importés qu'aujourd'hui, qui représentent une certaine importance dans ces grandes surfaces. Je suis d'accord sur le fait que le consommateur se dirige d'abord vers les produits moins chers, mais il y a quelque chose aussi qu'il faut, on ressasse ça depuis des années, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut voir, c'est que des tas de gens sont prêts à mettre des centaines d'euros en plus pour un écran plat ou pour du matériel en électronique de tout type. Et ils ne trouvent pas normal de mettre 2 euros de plus sur un produit sain. Donc là aussi, le consommateur doit peut-être un petit peu évoluer par rapport à tout ça, je pense. C'est peut-être là qu'il faudrait leur rafraîchir la mémoire et leur montrer la part du budget de l'alimentation, ce qui était il y a 50 ans et ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on préfère se payer un smartphone à 1000 euros que de mettre 1 euro du kilo de viande de plus. Et c'est là qu'il faut faire attention. Et il faut peut-être sensibiliser les consommateurs là-dessus. Et il y a un problème de communication, notamment vis-à-vis des médias aussi, qui ont leur rôle à jouer là-dessus. Et se dire attention, parce que c'est bien beau d'avoir de nouvelles technologies, mais par contre, vous êtes les premiers à vous plaindre sur les questions de santé et d'environnement, mais faites attention à ce que vous mangez de ce côté-là. Et ça, vous avez un rôle à jouer là-dessus. Et il y a une question d'image aussi de l'agriculture, on le voit, l'image elle change. On le voit notamment avec le film Petit paysan d'Hubert Charvel qui a reçu hier un César. Ça prouve aussi que l'agriculture c'est devenu un sujet et plus seulement peut-être un décor. On arrive au terme de cette émission bientôt. On va partir retrouver Marie-Noël. Où êtes-vous, Marie-Noël ? Alors je suis sur un stand très coloré, très fleuri, puisque ici on peut manger des plantes comestibles, c'est ça Arthur? Voilà, c'est bien ça. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, c'est la fleur comestible la plus connue, qui est la pensée, qui est la plus consommée et la plus demandée, parce qu'on arrive à en produire toute l'année.
Elle est très belle et on peut la marier sur quasiment tous les plats, même les boissons, surtout. Effectivement, c'est connu. Celui-là, Voilà. c'est quoi? Alors c'est de la tagette. C'est un goût beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, qui a un goût très nuancé, très complexe, un peu d'agrumes, un peu d'épices. Voilà, c'est Ah très oui, long. oui, rien à voir. Effectivement. Voilà, avec à la fin une petite pointe de menthe. Donc on peut effectivement. aussi aller sur des boissons. Et ça, Très on bien. peut l'utiliser dans la cuisine. Il y a des restaurateurs Alors, qui l'utilisent. Oui, 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 il y en a beaucoup. L'avantage, c'est qu'elle est de la bonne taille. Elle a vraiment la taille, la couleur qui est parfaite. Et on peut l'utiliser aussi bien sur les plats sucrés que salés. D'accord. Sur les sauces, ça va très bien. Et celle-là? Alors, la petite dernière, ça n'a rien à voir aussi. C'est un bégonia. Mais les bégonias comme on achète dans Oui, les oui, jardins? oui. Tous les bégonias sont comestibles. On les peut fleurs. manger les bégonias? Voilà, on peut. Alors à ça, c'est condition une qu'il n'y ait pas de info, hein. produit. Voilà. D'accord. Donc là, ça aura un goût, au contraire, très acidulé. Ça a une texture croquante et juteuse. Alors voilà. Alors les chefs cuisiniers l'utilisent plutôt sur des plats épicés, mais aussi on peut l'utiliser sur un fromage ou un foie gras par exemple. Ça va très bien. Donc, en sur tout beaucoup cas, de plats. Donc on peut manger les bégonias du jardin? Oui, ça oui, à Parfait. condition qu'il n'y ait pas de produit. Alors là derrière nous on voit des petites fioles. Alors je me tourne vers Marie-Madeleine. C'est quoi ces petites fioles en 2 mots? Alors c'est du muflier, de la gueule de loup. C'est une production représentative des fleurs du Var. D'ailleurs à cette occasion je vous rappelle que demain c'est la fête des mamies. Et à cette occasion on les distribuera en fin d'après-midi. On peut récupérer une petite fiole comme ça. Bon, je vous en ramène une. Je vous en ramène une, Louis. Mais hein. oui, Marie-Noël. J'ai un beau panier, regardez. J'ai une commande à passer. Ramenez-moi des pensées. Je suis sûr que ça me rendra plus J'ai fait mes intelligent. courses pour vous. Merci Marie-Noël. À tout de suite. On arrive au terme de cette émission. On a partagé votre passion du métier, des animaux, du travail de la terre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une image avant de se quitter. Cette image, c'est une des vôtres, Guillaume Rivière. C'est celle d'un paysan, sourire aux lèvres, allongé dans l'herbe, un paysan qui a l'air heureux. C'est ce qu'on vous souhaite et à tous ceux qui nous regardent d'être des paysans heureux. On va grignoter un morceau, il y a des choux sur ce plateau. On a aussi du jambon de Bayonne, spécialité basque. Ça me donne l'occasion de vous donner un rendez-vous. Ce sera le 1er avril sur France 3. Servez-vous, servez-vous en choux, servez-vous en jambon de Bayonne. Donc le 1er avril sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, émission spéciale à l'occasion de la 556e foire du jambon de Bayonne. C'est un événement que France 3 fêtera dignement. Merci aux équipes de France Télévisions ici au salon. Merci à François Privat qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci Marie-Noël Missud et aux équipes de reportage. On vous souhaite une bonne fin de salon de l'agriculture, une excellente après-midi et à bientôt sur France 3. On va manger un morceau.